Bonjour à tous. Choisir une carte mémoire n'est pas toujours aisé. C'est pourquoi je vais vous expliquer dans ce troisième cours les différentes caractéristiques techniques des cartes mémoire, et ceci afin que vous ne vous trompiez pas dans vos choix. Pour vous aider, je vous donnerai quelques recommandations concernant l'achat ainsi que d'autres en rapport avec l'utilisation de ce support. Allons-y. La carte mémoire est un élément essentiel. Je vous le dis de suite, évitez les cartes bas de gamme sans nom ou de marque peu réputée. Vous n'avez certainement pas envie d'avoir des problèmes de cartes défaillantes et perdre vos images. D'autant plus que des marques réputées proposent des cartes relativement bon marché. Bref, fouillez le bas de gamme. Personnellement, j'utilise depuis toujours des cartes de marque SanDisk et j'ai la grande chance de n'avoir jamais connu de carte défaillante. Je fais donc naturellement confiance à cette marque. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires celle que vous utilisez et surtout si vous en êtes content. Voyons maintenant comment s'y retrouver dans cette jungle technique que sont les cartes mémoire. Bien que nous allons voir pas mal de choses, il m'est impossible d'être complet sur ce sujet, tant les normes sont nombreuses et évoluent sans cesse. Vous aurez néanmoins toutes les informations nécessaires pour être à même de choisir la bonne carte à la fin de ce cours. Comme vous le voyez, on trouve plusieurs indications sur une carte mémoire, dont une est bien mise en évidence par les divers constructeurs. Je parle bien entendu de la capacité mémoire. L'erreur classique est de se baser uniquement sur ce critère pour choisir sa carte mémoire. C'est certes un critère important, mais aucunement un critère de qualité. Ne vous basez donc pas sur ce chiffre pour évaluer la qualité de votre carte. Ce chiffre représente simplement la capacité de stockage de la carte mémoire. La quantité dont vous avez besoin dépend quant à elle de ce que vous comptez faire. Si vous êtes un amateur de vidéos 4K, considérez de grandes capacités. Si vous ne faites que des photos, vous pouvez viser plus bas. Chaque appareil et usage étant différent, il m'est impossible de vous dire de quelle capacité vous avez besoin. Je dirais toutefois que 16 gigaoctets est devenu à notre époque un minimum. Dans le mode d'emploi de votre appareil, vous trouverez des indications sur la taille que font vos fichiers et ou vidéos suivant les réglages de votre boîtier. Vous trouverez peut-être aussi un tableau reprenant le nombre d'images et ou d'heures de vidéo que vous pourrez réaliser en fonction de la capacité de votre carte mémoire et suivant le format d'image vidéo choisi. Si vous ne trouvez pas, une recherche sur Internet vous donnera des pistes. À titre indicatif, voici par exemple ce que l'on trouve sur le site Panasonic concernant le modèle GH4. Comme vous le constatez, en fonction de l'appareil, du format d'image et de la capacité de la carte mémoire, le nombre d'images que vous pouvez enregistrer varie. Concernant la vidéo, en fonction de l'appareil et de la capacité de la carte mémoire, le nombre de minutes que vous pouvez enregistrer dépend essentiellement du format d'enregistrement que vous choisissez. Poursuivons. Il existe, comme vous le voyez, différents formats de cartes. Les formats les plus courants sont les cartes SD, les cartes compact flash traditionnelles ainsi que les plus récentes cartes XQD, même s'il semble que ces dernières soient vouées à disparaître au profit des toutes récentes cartes CFast Express. Notez qu'il en existe d'autres moins courantes et qu'il y en aura d'autres à venir. L'évolution est constante. Commençons par les cartes SD qui sont les plus présentes à l'heure actuelle dans nos boîtiers. Je vais donc les détailler plus longuement que les autres formats. Leur taille est de plus ou moins 32 mm x 24 mm et 2 mm d'épaisseur pour un poids d'environ 2 grammes. Notez qu'il existe des cartes SD plus petites appelées mini SD et micro SD. Concernant les cartes SD, on distingue essentiellement trois familles, à savoir les cartes SDSC, SDHC et SDXC, des plus anciennes aux plus récentes. SD est l'acronyme de Secure Digital, SC de Standard Capacity, HC de High Capacity et XC de Extended Capacity. On retrouve un pictogramme sur la carte elle-même. Oubliez les cartes SDSC qui ne dépassent pas 2 Go. Les cartes SDHC couvrent des capacités jusqu'à 32 Go et les SDXC sont prévus pour supporter jusque 2 Teraoctets de capacité. Ceci s'explique par le système de fichiers avec lequel est formatée la carte par défaut.
soit respectivement en FAT, FAT32 et Extended FAT. Outre la capacité de la carte, le système de fichiers détermine aussi la taille maximale d'un fichier. Ceci est à noter pour, par exemple, comprendre pourquoi votre vidéo est découpée en fichiers de 4 gigaoctets. C'est la taille de fichier maximale permise pour les systèmes FAT et FAT32, donc pour les cartes SDSC et SDHC. La carte SDXC et son système exFAT permet de contenir des fichiers de bien plus de 4 gigaoctets. En théorie, un fichier peut avoir une taille de plusieurs millions de téraoctets. Il y a de la marge. Attention toutefois qu'une carte SDXC peut être formatée par votre appareil en FAT32 et donc également avoir une limite de fichiers de 4 gigaoctets. Une remarque importante, même si la carte est préformatée, les constructeurs conseillent de toujours formater la carte dans votre boîtier avant première utilisation. Et ne la formatez pas sur votre PC lorsqu'elle est pleine. Bref, prenez toujours l'habitude de formater vos cartes dans votre boîtier à la première utilisation ainsi que pour les vider. Passons maintenant à un autre critère important, lui aussi souvent bien mis en évidence, à savoir la vitesse. Là, il faut faire attention. Sur la plupart des cartes relativement bon marché, il est souvent indiqué bien en évidence que la vitesse de lecture. Or, la vitesse d'écriture est un critère bien plus important. C'est lui qui va déterminer si vous pouvez effectuer des rafales rapides ou encore enregistrer un haut débit, ce qui est nécessaire pour par exemple la vidéo 4K. Si les vitesses ne sont pas indiquées clairement, il faut déchiffrer les pictogrammes relatifs à la vitesse. Voici maintenant la description de ces pictogrammes. Un nombre suivi de MB par seconde indique la vitesse de lecture de la carte en mégabytes par seconde, soit en français en mégaoctets par seconde. Pour perturber encore plus les gens, certains constructeurs indiquent un nombre suivi du signe X pour indiquer la vitesse de lecture, comme par exemple 600 fois sur cette carte. Il s'agit de 600 fois 150 kilooctets par seconde, ce qui veut dire 90 mégaoctets par seconde. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pour les cartes plus onéreuses, il est souvent indiqué la vitesse d'écriture en mégabytes ou mégaoctets par seconde. Si ce n'est pas le cas, cette information est plus ou moins cachée dans un système de classes. On remarque un chiffre entouré d'un cercle. En réalité, la lettre C. C qui définit la classe de la carte. Les chiffres possibles sont 2, 4, 6 et 10. Cela signifie que ces cartes garantissent au minimum, je dis bien au minimum, un débit d'écriture de 2, 4, 6 ou 10 mégaoctets par seconde. Actuellement, le prix des 10 est en bas, autant prendre des cartes classe 10. Autre indication possible, la lettre U avec un chiffre à l'intérieur. Il s'agit d'une autre norme de classe, la classe UHS. On peut trouver actuellement les chiffres 1 ou 3 qui indiquent respectivement des débits d'écriture de minimum 10 mégaoctets par seconde et 30 mégaoctets par seconde. Autre norme de classe, la lettre V suivie de 6, 10, 30, 60 ou 90. Il s'agit là de la classe vidéo. Les débits d'écriture sont donc un minima garanti pour être de 6, 10, 30, 60 ou 90 mégaoctets par seconde. Autre indication, un chiffre romain. Il s'agit de nouveau ici de la norme UHS, acronyme de Ultra High Speed employée. Mais cette fois-ci, l'indication concerne la vitesse de lecture. Actuellement, les chiffres vont de 1 à 3. Les vitesses de lecture sont limitées à plus ou moins 100, 300 et 600 mégaoctets par seconde maximum pour respectivement les normes UHS 1, 2 et 3. Enfin, un petit cadenas indique la présence d'un switch permettant de verrouiller la carte et donc de ne pas pouvoir écrire dessus. Passons à présent à la catégorie des compacts flash et rassurez-vous, je vais être plus succinct. Ces cartes sont plus grandes et plus solides que les cartes SD. Les connecteurs sont mieux protégés. Elles sont le plus souvent utilisées dans les boîtiers pro ou semi-pro. Leur taille est de plus ou moins 43 x 36 mm. Il en existe deux types principaux avec une épaisseur de plus ou moins 3 mm pour le type 1 et 5 mm pour le type 2. Le poids est d'environ 10 grammes. La capacité varie pour les plus courantes entre 2 et 512 gigaoctets. Il existe plusieurs spécifications concernant la vitesse des cartes. Je vais ici faire simple et juste vous donner quelques indications concernant les pictogrammes les plus présents.
UDMA indique la technologie utilisée comme méthode d'accès à la mémoire. Le chiffre derrière indique la révision ou, si vous préférez, l'évolution de la norme. Actuellement, les débits vont jusque plus ou moins 160 mégaoctets par seconde en lecture pour UltraDMA 7. Le pictogramme VPG pour vidéo performance garantie, associé à un nombre, assure un débit d'écriture minimal garanti. Par exemple, VPG 20 et 65 assurent des débits d'écriture de respectivement 20 et 65 mégaoctets par seconde. Il existe encore d'autres variantes plus rapides de cartes compact flash. Les CFast au même format et allant jusqu'à 600 mégaoctets par seconde pour la révision 2 et les récentes XQD au nouveau format XQD légèrement plus petit que celui des compact flash traditionnels. Ces dernières, que l'on trouve par exemple pour certains appareils Sony ou Nikon, peuvent accepter des débits théoriques jusqu'à plus ou moins 1000 mégaoctets par seconde. Notez enfin qu'on commence à voir doucement apparaître les nouvelles cartes CFast Express, elles aussi au format XQD et avec des débits supérieurs à 1000 mégaoctets par seconde. Elles deviendront certainement la norme dans les futurs boîtiers haut de gamme. Nikon a d'ailleurs annoncé une mise à jour firmware pour ce nouveau type de carte mémoire pour ses récents Z6 et Z7. Évidemment, on comprendra aisément que plus les cartes sont rapides en écriture, plus en général elles sont chères. Si vous vous demandez pourquoi des cartes a priori semblables ont des prix fort différents, il y a fort à parier que la plus chère a une vitesse en écriture plus importante. Après toutes ces informations techniques, voyons maintenant comment choisir sa carte et ne pas se tromper. Voici mes recommandations. Premièrement, comme dit au début de la vidéo, achetez des cartes de marque. Cela ne vaut pas la peine de gagner quelques euros sur cet accessoire. Deuxièmement, il faut absolument vérifier dans votre manuel quel type de cartes sont acceptées par votre boîtier. Vérifiez les formats et les normes prises en compte. Par exemple, une carte UHS 2 a plus de connecteurs qu'une carte UHS 1. Cela ne sert à rien d'acheter une telle carte plus chère justifiée par des débits de lecture importants si votre boîtier et ou votre videur de carte ne les prend pas en compte. Notez que même si la carte a des chances de fonctionner, son débit sera bien moindre. Bref, vérifiez la compatibilité des cartes avec votre matériel. Troisièmement, ne tombez pas dans le piège suivant. Achetez une carte en fonction des gros chiffres indiqués sur celle-ci. Je le répète, la capacité n'est pas un critère de qualité, juste une indication de la quantité d'informations que vous pouvez enregistrer sur la carte. Bien que je viens de vous expliquer la plupart des différentes normes, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site constructeur pour vérifier les vitesses annoncées en lecture et surtout en écriture si cela n'est pas indiqué clairement sur la carte. De plus, les pictogrammes donnant les vitesses minimales d'écriture, il est intéressant de connaître la vitesse maximale que l'on peut espérer atteindre. Notez toutefois que tous les constructeurs n'indiquent pas clairement les vitesses en écriture, et dans ce cas, il faudra bien vous référer aux différents pictogrammes que nous avons vus. Quatrièmement, prenez des cartes qui correspondent à vos besoins en termes de débit. Si vous êtes vidéaste, vérifiez dans votre manuel le débit nécessaire pour filmer en 4K, Full HD, etc. Attention que dans les manuels, les débits sont parfois annoncés en mégabits par seconde et non en mégabytes par seconde ou mégaoctets par seconde. En anglais, les termes bit et byte commencent tous les deux par la lettre B. Par convention, un B minuscule signifie bit et un B majuscule byte. En français, on n'a pas cette confusion entre bit et byte car au lieu de byte, on emploie le mot octet qui commence par la lettre O. Pour rappel, 8 mégabits seconde égale 1 mégabyte par seconde en anglais égale 1 mégaoctet par seconde en français. Donc, si dans votre manuel on vous dit par exemple que pour filmer en MPEG-4 Full HD à 25 images par seconde, il vous faut une carte assurant un débit de 30 mégabits seconde, cela signifie que la carte mémoire doit pouvoir écrire un minimum 30 divisé par 8, soit un peu moins de 4 mégaoctets par seconde, ce qui correspond à une classe C4 minimum. Dans certains manuels, vous trouverez au lieu du débit binaire une indication de la classe à utiliser, comme par exemple C4, U1 ou encore U3. En résumé, pour de simples images et peu de rafales, une carte modeste suffit amplement. De toute façon, vu les prix, je vous conseille au moins une classe 10 ou encore U1, autrement dit assurant des débits en écriture de minimum 10 mégaoctets par seconde. Cela vous permettra en plus de faire de la vidéo Full HD sans souci.
Si pour vous la rafale est un critère important, prenez des cartes qui assurent les plus hauts débits d'écriture tout en étant compatibles avec les normes prises en compte par votre boîtier. Si vous filmez en 4K ou même pour certains modes Full HD particuliers, privilégiez les cartes de haute capacité et haut débit en écriture. Au moins des U3 avec un débit minimum de 30 mégaoctets par seconde, soit 240 mégabits seconde. Et vérifiez dans le manuel si le débit doit être plus élevé. Par exemple, mon Canon 5D Mark IV demande un débit de plus ou moins 500 mégabits seconde pour enregistrer en format MOV 4K, soit plus ou moins 60 mégaoctets par seconde. En MP4 4K, Canon recommande même des cartes à 100 mégaoctets par seconde ou plus. Comme dit au point 3, vérifiez sur le site constructeur les débits en écriture des cartes. Notez qu'une carte rapide en lecture permet de décharger plus vite vos images sur votre PC, du moins s'il supporte le débit de lecture. Pour information, l'USB 2.0 a un débit théorique maximum de plus ou moins 60 mégaoctets par seconde. L'USB 3.0, renommé USB 3.1 génération 1, de plus ou moins 500 mégaoctets par seconde. Et l'USB 3.1 génération 2 de plus ou moins 1000 mégaoctets par seconde. N'oubliez pas que ce sont des débits théoriques. En général, les débits sont bien inférieurs. Cinquièmement, prenez des cartes qui correspondent à vos besoins en termes de capacité. Si vous ne faites que des images, il vaut mieux plusieurs cartes de 16-32 gigaoctets qu'une seule de 128 gigas par exemple. Sixièmement, si votre appareil dispose de 2 emplacements mémoire et que vous comptez dupliquer les images sur les 2 cartes pour raison de sécurité, assurez-vous de ne pas mélanger cartes rapides et lentes si la rafale est un critère important. Septièmement, ne faites pas n'importe quoi avec vos cartes. Évitez de mettre vos doigts sur les connecteurs. Maniez-les toujours avec précaution et rangez-les à l'abri de l'humidité, de la chaleur, de la poussière, etc. Bref, prenez soin de vos cartes. Je pense que suite à ce cours, vous avez donc tout en main pour acheter les cartes mémoire qui vous conviennent. Pour les plus motivés, je vous propose un petit exercice. Consultez votre manuel pour vérifier quel type de cartes sont prises en compte par votre boîtier. Ensuite, déterminez la capacité dont vous avez besoin. Et enfin, consultez les sites des vendeurs de cartes mémoire pour voir si vous trouvez celle qui vous conviendrait le mieux en termes de vitesse. Justifiez vos choix dans les commentaires en mentionnant votre matériel, la carte choisie ainsi que la raison de votre choix. Pendant la première semaine qui suit cette vidéo, je pourrai vous dire si votre choix est judicieux. Après la première semaine, je répondrai si j'ai le temps, sinon je compte sur d'autres pour répondre. Voilà qui termine ce cours un peu plus complexe, mais indispensable à tout photographe soucieux de ne pas acheter n'importe quoi comme carte mémoire. Merci et à bientôt pour le prochain cours.